Oui, c'était un petit peu pour donc Aurélien Jamonod d'INRAE, c'était un petit peu pour rebondir sur le commentaire précédent et sur potentiellement les interactions biotiques finalement qui agissent et qui permettent ces interactions-là. Moi, une question que je me posais, que je voulais poser peut-être plus à Joël dans le cadre de l'étude, c'est que, en tout cas sur le planctonique, il y a déjà eu quelques études qui montraient aussi un rôle plutôt top-down, donc dans la chaîne alimentaire, et le rôle des poissons, par exemple, qui pourraient avoir sur le contrôle un petit peu de la communauté phytoplanctonique et plus spécifiquement des cyanobactéries. Et je me demandais si dans le cas des benthiques, c'était quelque chose qui était déjà étudié ou qui avait été mis en place. Et j'ai vu que dans l'étude que vous aviez présentée, il y avait des petits relevés poissons. Et je me demandais si vous avez fait le lien finalement entre un petit peu la communauté piscicole et puis les concentrations qui peuvent être observées en cyanobactéries benthiques. Et voilà. Et puis de manière générale, c'est parce qu'aussi on a vu que dans la plupart des présentations, les pêcheurs ont été mentionnés, ils étaient toujours là. Et on sait qu'ils ont un rôle assez important, qu'il y a des alevinages qui sont très fréquents un petit peu partout et qui perturbent pas mal les communautés piscicoles et toute la chaîne trophique par rapport à ça. Et donc ça, voilà, on se posait la question du rôle potentiel que ça peut avoir sur le développement de ces communautés. Alors pour répondre, en tout cas dans le cadre de la thèse de Charlotte Robichon, là, dont a parlé Gaëla, on avait un axe 3 de thèse qui était impact sur le réseau trophique, notamment sur les invertébrés et les poissons. C'était l'axe 3, et comme chaque fois pour une thèse, on fait un axe 2, un axe 1, mais on n'arrive pas à l'axe 3. Donc le truc est que Sylvain Doledec, qui co-encadrait cette thèse, qui est spécialiste des invertébrés benthiques, notamment en rivière, a fait, je vais dire pas sur les 730 points qu'on a fait, mais un certain nombre de points, des relevés invertébrés, et il a essayé de voir l'effet de présence de cyano, de biofume de cyano sur la structuration des communautés. On aurait voulu faire effectivement d'analyser le broutage de ces invertébrés, s'il était effectif ou pas. Bon, on l'a pas fait. Mais sur les poissons, c'était vraiment dans cet axe-là, mais on l'a pas fait. Ouais. Et clairement, quand on a cherché de la bibliographie là-dessus, on s'est trouvé un peu niais, parce qu'on n'avait pas. Pas beaucoup du tout. Alors en microcosme, un petit peu, vaguement, mais en milieu, enfin in situ, en milieu naturel, absolument pas. Donc il y a un grand champ de recherche, un grand front là, sans doute à développer. Alors que sur les planctoniques, on avait fait il y a pas mal de choses qui existent. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des questions en ligne liées à ça. Sinon, on est sur autre chose. Ok. Bon, il y a quelque chose qui a fait écho entre plusieurs interventions. C'était peut-être le contrôle de la communication, comment diffuser l'information. J'ai l'impression que quand ça a été évoqué, c'était souvent quelque chose qui était sensible et problématique. Et je ne sais pas si vous voulez interagir et rebondir là-dessus, mais j'ai trouvé ça un aspect assez intéressant. Et comment on fait, comment on gère ces aspects-là. Ça a déjà été évoqué. Merci, Claudia Wiegand, Université Rennes. Je voulais juste dire, je ne peux rien dire parce que je suis aussi étonnée ici aujourd'hui qu'on n'a apparemment pas un échange ou pas assez d'échanges entre tous les actionnaires de cyanobactéries, soit benthiques, soit pélagiques, ou pas assez. Peut-être je connais pas assez. Mais il me semble quand même, parfois, surtout avec la dernière présentation qui a été super bien faite et vous avez fait plein d'actions, sauf que vous avez recommencé à zéro.
comme rien a été existant avant. Mais bien sûr, on peut se baser sur plein déjà de protocoles développés, tout ça. Et ça m'étonne quand même. C'est bien sûr un manque de communication, un flou de communication. Et ça, si on peut développer quelque chose pour ça que mieux, ou peut-être ça existe et c'est pas ma connaissance qui n'est pas assez. Ça peut exister aussi. On n'est pas reparti de zéro parce qu'en fait, c'est ce que j'expliquais. En fait, la difficulté, mais c'est vrai, on en discutait un peu à part avec Christophe, c'est que quand on s'est retrouvé sur ce sujet-là, la difficulté, c'est de trouver qui sont les interlocuteurs capables de nous parler des cyanobactéries, de nous expliquer c'est quoi et comment on fait. Nous, on avait la chance à la RSPI de la Loire d'avoir quelqu'un qui s'appelle Rodrigue Le Thor à l'époque, qui était très pointu sur le sujet et qui nous a tout de suite orientés vers les personnes qui s'y connaissent très bien. Donc du coup, c'est comme ça qu'on a eu les contacts de Christophe, de Jean-François, de Luc, etc. Donc on a pu se mettre très vite en réseau avec les bonnes personnes, mais je pense qu'effectivement, le catalogue des experts cyano il mériterait d'exister pour pouvoir nous permettre assez vite de prendre le téléphone dans le bon sens. Nous, on a eu cette chance-là. Et du coup, grâce quand même à ces contacts-là, on a pu voir le syndicat des Landes, on a pu se mettre en contact avec le PTB d'Ordogne. Et du coup, en fait, tout ce qui a été fait là, c'est aussi en lien avec le guide d'identification et de reconnaissance visuelle qui avait été fait avec Christophe et Lydie, si je ne me trompe pas, de l'EPTB d'Ordogne. Donc, on n'est pas parti de zéro. En fait, on s'est inspiré de tout ça en essayant de le remettre avec notre besoin local et ce qu'on voulait faire localement. Après, par contre, c'est vrai que quand on veut essayer d'échanger entre nous, on essaie de se prendre des contacts les uns avec les autres des syndicats qui bossent sur le sujet, mais c'est vrai que c'est plus par le bouche à oreille qu'on sait que telle personne, où on tape sur internet cyanobactéries, puis on essaie de voir qui a fait une affiche, qui va faire un flyer pour essayer de prendre son téléphone, de s'appeler les uns les autres, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas vraiment de réseau structuré. C'est vrai. On s'appelle parce qu'on fait la démarche de chercher les bons noms, mais c'est vrai qu'après, on n'a pas de structuration qui fait que c'est facile, mais on cherche. Ouais, je vais compléter sur le sujet. Il se trouve que le sujet des cyanobactéries, il est arrivé à un moment où j'étais un peu en prise de poste, donc j'avais un peu de temps. J'ai eu le temps de faire de la biblio sur des publis et tout ça, ce qui n'est absolument plus possible aujourd'hui. J'ai tâtonné énormément sur les contacts. On a commencé, l'ARS avait fait cette cellule de dialogue avec des acteurs du Baltique surtout, parce que nous les baignades sont surtout sur des lacs et des plans d'eau, et c'est là où il y a des suivis et donc des acteurs qui sont obligés de faire des prélèvements, mais donc c'est des choses qui ne sont pas compatibles avec les cours d'eau. J'ai rencontré le LES, la métropole de Montpellier. J'ai pompé les affiches du Tarn. Désolée, j'ai même pas appelé. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un lien entre temps disponible et le fait qu'on soit. Je vois que c'est le cas partout, en fait, qu'on ait une personne derrière tout ce truc-là. Donc, voilà. Ce que vous allez faire demain va peut-être beaucoup nous servir. C'est sympa de voir qu'il y a de la communication entre les bassins versants, finalement. C'est un étranger qui me faisait remarquer qu'en France, la gestion de l'eau était très organisée par bassin versant, c'était une force, mais du coup, il y avait besoin de faire des transferts, notamment au niveau des connaissances, et c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y avait je sais pas, donc c'est à vous aussi d'avoir l'idée de comment formaliser ce type de réseau, ces plateformes d'échange, mais qu'il y avait un besoin de créer des ponts. Ouais. Inaccessible. Enfin, j'ai vu l'outil que vous avez fait, mais ça me paraissait vraiment loin de notre portée pour l'instant encore. Il faut le pomper. C'est juste un complément, c'est que je me rends compte, c'est que effectivement vous manquez probablement de moyens d'échange finalement pour trouver les bonnes personnes, ce que tu as évoqué là juste avant. Et moi je me dis, quelque part, il y a ne serait-ce que l'adresse mail qui est celle d'origine, celle des cyanobactéries, des gestionnaires cyanobactéries, celle quelque part qui m'a servi à en toucher un certain nombre de personnes parce que issues des précédentes réunions, même si effectivement on est d'accord, le RGPD nous interdit normalement de garder la liste, mais quelque part collectivement elle permet que vous ayez les infos. Mais
Je me dis qu'à minima ça pourrait servir ne serait-ce que ça à ce que ça perdure, puisqu'a priori ça n'a pas un coût particulier et c'est un moyen quand même que les choses, l'information puisse circuler globalement entre vous, donc savoir pour vous interpeller. Et puis qu'il y a quand même à côté de ça une autre adresse qui est équivalente, mais il n'y a plus le mot gestionnaire dedans, c'est que reste que GIS cyanobactéries, et qui va toucher finalement tous les membres dits du GIS cyanobactéries, donc la communauté scientifique globalement. Donc je pense que ça aussi, ça pourrait au moins être un guichet potentiel, même si nous on a toujours le problème au niveau scientifique, c'est que, vous l'avez compris, mais comme vous, sur les territoires, c'est pas notre fonction première que de devoir être le répondeur, comme le service des impôts, 24 heures sur 24, à pouvoir répondre aux questionnements. Donc ça veut dire que c'est au bon vouloir de la communauté, des gens qui veulent bien participer, mais au même titre que vous dans votre fonction. Donc c'est peut-être aussi cet équilibre qu'il faudrait trouver pour que ça collectivement ça serve, et au même titre que l'outil que tu as fait sur ton territoire, la possibilité qu'il puisse être transposé donc en code libre, HTML je suppose, ou autre, je ne sais pas en quoi il a été fait, mais pour qu'il puisse être utilisé par d'autres, pour être propagé à d'autres territoires, ça a quand même un intérêt pour éviter de réinventer les choses. Ça reviendrait à savoir que les choses existent et les utiliser et non recréer des trucs, et plutôt prendre les bonnes idées, ça c'est sûr. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses, toi Émilie, en ligne. Alors, il y avait une question de la personne qui a mentionné le nombre de sites de suivi tout à l'heure par rapport au fait qu'il y ait un seul site déclaré en baignade. Il demande si c'est pas malgré tout une forme d'incitation à la baignade dès lors qu'il y a un affichage d'informations au public sous une forme de qualification de l'observation des cyanobactéries. Voilà. Et il se demande si vous aviez pensé à ça. Voilà. Donc bon, je dis que c'était plutôt dissuasif qu'autre chose, mais bon, pour lui, comme il y a des qualifications vertes, de couleur verte, ça peut être une incitation sans que ce soit un contrôle officiel. Non, on n'y a pas pensé. Après, là, je l'ai pas regardé exactement sur le site, mais je sais qu'on a remis noir sur blanc sur le site, là où il y a la page, que ce n'est pas des informations sanitaires, et que ça ne donne pas une information sanitaire en lien avec des activités nautiques, et qu'il faut se référer plutôt à la page de qualité correspondante, qui est une autre page, où il y a beaucoup moins de points, puisqu'il n'y a pas beaucoup de suivi sanitaire sur le bassin versant. Mais pour autant, la question des couleurs, je la trouve intéressante, parce que peut-être qu'il ne faut pas mettre du vert et du rouge, mais des couleurs autres. Et ça c'est facile à faire, et c'est pas inintéressant. J'en profite pendant que j'ai le micro, ça n'a rien à voir, mais il y a Alors, une personne mentionne l'existence d'un réseau de techniciens rivières du CPIE Latus avec un site, donc LATHUS, qui est un outil qui permet de mettre des retours d'expérience, mais les cyanobactéries ne sont pas encore le sujet, mais peut-être ça viendra. Peut-être juste pour revenir sur l'acceptation, comment les gens réagissent vis-à-vis d'une information sur les cyanobactéries sur site. Alors nous, ce n'est pas une expérience sur le benthique encore, on est plutôt sur du planctonique, mais sur notre secteur, on a 2 sites d'activité nautique importants. Le premier avait choisi tout de suite de communiquer et d'avoir un suivi et de communiquer très fortement vis-à-vis du public. Et le deuxième avait dit non, on ne communique pas parce qu'on va faire peur aux gens et on risque de perdre. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont déplacés du site où il n'y avait pas d'information vers le site où il y avait une information. Parce que quand il n'y avait pas de restriction, ils se disaient on est en sécurité, on peut venir. Alors que sur l'autre site, on ne sait pas, donc on est à risque. Et du coup, c'est la pression des utilisateurs qui a fait la mise en place d'un suivi et d'une information sur le deuxième site. Donc souvent, les gestionnaires ont peur de parler des cyanobactéries parce que c'est pas un peu ragoûtant, on parle de problématiques. Mais en fait, les gens, ils veulent savoir et ils préfèrent savoir plutôt que d'avoir aucune information. Très intéressant à diffuser. Oui.
Ouais, je voulais lancer un pavé avec les médias là-dedans, les lanceurs d'alerte. Avant le pavé, je vous signale aussi, je ne sais pas si ça peut aider, il y a sur l'OFB, elle a aussi un site, le centre de ressources cours d'eau, qui également est un centre de ressources qui cherche justement à rassembler essentiellement beaucoup de retours d'expérience et autres études qui pourraient peut-être être une sorte de rubrique autour des cyanures, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il y a ça aussi qui existe et qui pourrait être un appui supplémentaire. Il y aura l'équivalent, tu fais bien de l'évoquer, mais où il y a au sein de l'OFB, mais pas que l'OFB, mais qui réunit INRAE ici, INRAE sur Aix-en-Provence. On est réunis dans le pôle éclat pour écosystème lacustre, et dans lequel il y a aussi un centre de ressources, mais qui est en cours de refonte et d'augmentation, de prise d'ampleur, on va dire, globalement, et qui effectivement a vocation aussi à centraliser des informations, entre autres des études qui sont faites par tous les membres du pôle éclat, Université Savoie-Mont-Blanc, INRAE, Thonon-les-Bains, Aix et puis ici. Mais il y a aussi vocation potentiellement à partager aussi des informations d'ordre général, à partager au sens collectif. Et pourquoi pas, puisque je sais que ça l'est, en tout cas pour des aspects DCE, donc relevé DCE plan d'eau notamment, avoir des sites qui sont interactifs, donc ce qu'ils appellent des dashboards avec des informations qu'on peut cliquer, qui se reposent sur les jeux de données qui sont derrière. Mais il y a peut-être des liens, des interconnexions avec ce qui a été décrit précédemment par Lynn sur le côté interréagir et des choses qui pourraient être revues de manière peut-être encore plus globale à une échelle plus grande. Bon, après, à toute proportion gardée de le temps qu'il faut consacrer à tout cela, c'est toujours pareil, mais c'est vrai que ça existera aussi là d'avoir des infos là-dessus. Ouais. Je reviens un petit peu en arrière avant le pavé, là. C'était sur la rivière 1. Une personne avait demandé s'il y avait du vandalisme sur les panneaux et quelle était la formation initiale des ambassadeurs. Est-ce que il y avait une formation requise? Et j'en profite juste pour une personne a répondu sur les panneaux en disant que en 2024, 90% de leurs panneaux avaient été vandalisés. Alors, je sais pas. Du coup, sur Tarnamont, oui, les panneaux, 43 panneaux, il y en a forcément qui ont été vandalisés. Donc, on dépose plainte contre X à chaque fois. Et ils sont remplacés. Après, c'est pas forcément lié aux cyanobactéries, c'est plus lié à des conflits. Ça peut être lié à des conflits d'usage parce qu'on est sur des propriétés pas forcément publiques ou voilà, des choses comme ça. Et les ambassadeurs, oui, ils sont formés. En début d'été, on les forme sur toutes les thématiques sur lesquelles ils doivent intervenir auprès de la population touristique. Donc, comme on est sur un bassin soumis aux épisodes de crues méditerranéennes, anciennement on appelait ça les crues Cévenol, les phénomènes Cévenol. Donc, crues éclairs, ils vont avoir des infos là-dessus. Donc, si c'est un été pluvieux, voilà, on a déjà eu le cas de crues au mois de juin. Donc, ils sont formés là-dessus, sur le fonctionnement des milieux aquatiques et en particulier sur les cyanobactéries benthiques et même maintenant planctoniques, puisqu'on n'a jamais eu de cas, mais on fait le constat que sur les autres territoires, il y a parfois les deux, donc on fait un peu les deux. Voilà. Moi, je m'interroge juste sur le côté formation, parce que ça a été évoqué. Est-ce que dans chacune de vos structures, vous êtes en mesure de pouvoir y trouver l'interlocuteur qui va bien, et puis le temps et ou l'argent, les moyens globaux d'organiser de l'information des gens qui sont nécessaires pour suivre. Je crois que oui, toi tu le fais du coup sur ton territoire. Pour les autres ou ceux qui sont moins avancés, est-ce que vous auriez toujours des moyens humains et techniques pour le faire par vous-même, ou est-ce qu'il faudrait faire appel à un niveau autre, extérieur? Je dis ça parce que je ne fais pas de la pub pour moi-même, c'est pas notre rôle premier, mais
ce que j'ai évoqué ce matin à un moment donné, moi je sors la semaine dernière d'avoir redonné une formation de perfectionnement à la détermination des algues macroscopiques, ce qui comprend inévitablement les cyanobactéries benthiques. Alors c'est plutôt dans le cadre des applications de relevés de type DCE en plan d'eau, en cours d'eau. Ceci étant, c'est une formation cyano qui essaye d'être refaite régulièrement et prochainement, j'espère, sur Bordeaux, mais à plus petite échelle, cette notion d'utilisation de la clé de prédétermination, on va dire, de terrain. Il y a peut-être aussi des choses qui pourraient être envisagées et remises à une échelle un peu plus régulière et qui pourraient profiter à d'autres structures, comme les syndicats, quoi. Je sais pas si ça peut être des choses qui feront un écho, en tout cas, dans vos territoires. Bonjour. Donc toujours pour le Tarn-Amont, je suis la directrice du syndicat. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de formation en fait. Nous, ce qu'on fait avec Stéphanie, qui est sur la question depuis maintenant plus de 10 ans, elle donne un premier niveau d'information à nos acteurs locaux, donc les offices de tourisme, les élus locaux, etc. Parfois, on vient nous chercher aussi au niveau des laboratoires départementaux ou des services départementaux de l'OSB. Bon, voilà, on répond, mais ce n'est pas forcément notre vocation première. Et après, il y a un deuxième niveau qui est plus expert, où là, nous, en tout cas, on a fait ça en 2022, où on est allé ressolliciter Jean-François Humbert pour qu'il vienne sur le territoire au travers d'un colloque qui n'était pas uniquement sur les cyanobactéries, mais qui était sur la qualité de l'eau. Donc forcément, les cyanos ont été abordés. Et là, on vient donner une information plus à titre d'expert. Bon, on peut pas, enfin nous, nos moyens ne nous permettent pas d'aller financer un expert qui vienne pour chaque saison sur le territoire. Donc voilà, c'est aussi en fonction des moyens que nous on a. La mission cyanobactéries chez nous, elle n'est financée par aucun acteur. Donc c'est vraiment les communautés de communes membres qui financent ce temps de travail, qui n'est pas du tout négligeable. Je rejoins la collègue tout à l'heure, parce que voilà, on y passe du temps, mais c'est aussi, on a remarqué un besoin. Donc voilà, on essaie de graduer aussi notre niveau de formation et d'information qu'on donne à nos acteurs. Et les ambassadeurs cours d'eau, c'est pareil, hein, c'est Stéphanie qui leur délivre la formation, mais ils n'ont pas besoin de savoir déterminer précisément les cyanobactéries. Nous, ce qu'on leur demande, c'est de passer le bon message, et que ce message, il soit assez unique sur l'ensemble du bassin versant. Parce qu'il y a aussi des messages parfois un peu divergents. Voilà. Alors pour répondre à Christophe, nous on a développé dans notre coin un peu la même chose. Donc microbia, on n'est pas aussi expert que Christophe, mais enfin il nous a formés en tout cas à la microscopie. Et tu connais Elisa, elle s'y connaît très bien tout ce qui est ripiscive et algues vertes. Donc on offre un système de petites formations à notre échelle. Par exemple, on a formé tous les syndicats du département et la fédération de pêche. Bien sûr pas à savoir identifier de façon sûre, mais à savoir reconnaître, je vois ma rivière, je vois ci ou ça, qu'est-ce qui peut m'interpeller, quel échantillon je peux ramener chez Microbia pour en savoir plus. Et finalement, on leur a fait payer un forfait pour tout le monde pour ce que ça coûtait en temps humain, la journée qu'on a passée ensemble. On est allé sur le terrain pour me mettre au point comment on ramasse un échantillon. C'est peut-être pas parfait, mais voilà, en tout cas, on a développé ça à notre échelle dans le coin. Et la même chose à Montpellier. Là, on a formé l'équipe de Veolia qui travaille à la métropole pour prélever les échantillons. Donc voilà, c'est un peu de la débrouille, mais finalement, les échantillons nous arrivent et après, nous, on fait le reste. Microscopie ou biocapteur, ça se passe assez bien. Non, mais je me dis que c'est des choses qui auraient pu être faites en deux niveaux, que j'entends bien le coût, mais ça aurait pu être des choses qui partent de la sphère scientifique, donc on va dire membre du GIS pour former ou maintenir la formation au niveau d'information de certaines personnes cibles et d'intérêt sur certains syndicats, et qu'après effectivement les membres du syndicat deviennent les formateurs au jour des saisons pour des raisons et de coût et de pratique. On n'imagine pas, nous, aller faire des formations sur tout le territoire français et 15 fois la même chose, etc. Mais peut-être ce côté descendant en étage qui peut peut-être avoir un intérêt de faire en deux vagues. De la formation de formateurs, quoi. Ça revient un peu à ça, quoi. Mais ce côté, pour que nous, on n'a pas, par le nom de mes collègues, mais on n'a aucun intérêt à garder l'information pour nous ou la connaissance pour nous. Au contraire, moi, je suis certain qu'il faut qu'on la partage et qu'au contraire, plus on sera nombreux à avoir la connaissance, et meilleur ce sera. Donc, il faut vraiment qu'on aille par là de manière collective. Voilà.
Juste pour rebondir, une personne propose un MOOC qui pourrait être une solution. Voilà. Donc, vous travaillez maintenant. Oui, avant tout, Christophe, d'abord, je voulais te remercier de m'avoir invité pour cette journée aujourd'hui. Je vois que les réseaux d'échange entre techniciens et scientifiques représentent toujours un avantage. Je vois que tous, en tant que gestionnaire, nous sommes tous confrontés à la problématique cyanobactérie, en tout cas pour les plans d'eau ou les cours d'eau, même si les écosystèmes sont différents. Et nous optons tous pour faire la promotion, en tout cas, de moyens de communication. Un réseau d'observateurs, comme je l'ai fait il y a plus de 10 ans, ça peut marcher, effectivement. Ça peut marcher très bien, même, dans le cadre d'anticipation de ce phénomène lorsqu'il y a des contraintes et lorsqu'il y a des objectifs, notamment de garantie d'usage, notamment la baignade. Je pense que ce serait intéressant de créer ce réseau à l'instar du CPIE de Latus, technicien médiateur rivière. Pourquoi pas créer un réseau de techniciens, gestionnaires, confrontés à la problématique cyanobactérie. À ma connaissance, tu serais peut-être la personne désignée pour créer ce réseau. Ça, c'est fait. Merci. Il s'est barré. C'est parti du coup. Il a dit oui. Il faut juste que tu construises ce réseau technicien, voilà. Et que tu es la personne pour. Peut-être aussi faire un retour d'expérience. Il y a eu un colloque international il y a 2 semaines sur les cyanobactéries qui a eu lieu en Grèce. Il y avait tous les gens qui travaillent sur ces aspects-là dans le monde entier, sur les aspects planctoniques, historiquement et aussi benthiques. Nicolas l'a évoqué ce matin, c'est un problème qui est grandissant partout. On voit qu'il y a de plus en plus de bassins versants ici en France, mais il y a de plus en plus de pays et de personnes qui se préoccupent de ça. C'est un domaine scientifiquement qui bouge beaucoup. Il y a plein de choses, et plein de choses au niveau détermination qui changent. Et nous, on a aussi un travail pour essayer de suivre cette information, se former, être mis à jour, savoir effectivement qu'elle ne produise pas que de l'anotoxine, mais aussi des microcystines qui sont produites. Que ça concerne aussi le milieu marin. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont émergents, parfois inquiétants, mais en tout cas c'est très dynamique et on est très mobilisé, en tout cas au niveau mondial, la communauté. Il y avait la moitié des présentations, c'était sur les cyanobactéries benthiques, alors qu'avant c'était 1 ou 2 présentations sporadiques, alors que voilà, malheureusement il y a partout. Il y a une question en distanciel, du coup, c'est Jérémy Palacios, si c'est ça, si je prononce bien, d'ouvrir votre micro et du coup de pouvoir poser la question. Oui, vous prononcez bien, c'est Palacios. Oui, bonjour. Moi, je suis technicien sanitaire à l'ARS et du coup, j'en profite
C'est très clair, mais le problème, c'est que c'est effectivement une question pour laquelle la réponse est très difficile. Dans le rapport ANSES, pour ne citer que ça, on n'avait pas n'était pas allé à la problématique vaporisation, remise en suspension à cause des vents et donc des activités nautiques. C'est pas qu'on voulait pas, parce qu'il y a bien un potentiel de contamination, sauf qu'on n'était pas capable de le chiffrer, de l'évaluer, de le quantifier. Et du coup, on n'avait pas, on s'en est tenu au côté strictement immersion. Quelqu'un qui va se baigner ou qui tombe vraiment dans l'eau, là on considère qu'il boit la tasse, puisque c'est là-dessus que c'est mesuré, sur le volume d'une tasse, et multiplié, voilà, etc., sur le nombre de fois, le jour, le temps qu'il passe dans l'eau, etc. Mais on n'était pas capable d'évaluer pour le côté vaporisation dans l'air. Voilà, donc du coup ça n'a pas été fait, mais il y a malgré tout un risque, mais voilà, c'est difficile à évaluer. Et après on reviendra sur l'histoire des baignades. Oui, c'est peut-être quelqu'un dans ça qui pourrait préciser ça, mais c'est une stratégie vraiment de risque maximum, et ça va être le petit enfant qui sait pas nager, qui va boire beaucoup la tasse. Donc le professionnel qui fait du kitesurf, il n'est pas vraiment concerné, mais voilà, c'est en tout cas la stratégie de protéger les plus sensibles. Oui, effectivement, lors de la réflexion, on a essayé d'avoir de la donnée sur assez fine, mais sur le volume, ce qui vient d'être dit, sur le volume de la tasse que boivent les différents intervenants et les différents acteurs selon leur âge. Et on s'est rendu compte que, au travers de données de la littérature, eh bien que ce sont les plus jeunes qui boivent, qui ingèrent un petit peu plus d'eau, et comparativement à leur poids, la représentation des volumes d'eau ingérés est plus important que ça ne l'est chez un adulte. Donc on tient compte de ça lorsque l'on a des valeurs toxicologiques de référence pour évaluer le niveau d'exposition des utilisateurs. Maintenant, c'est vrai que quand on fait une activité nautique, alors il peut y avoir une gradation selon les activités nautiques, mais on n'est pas dans l'eau, on n'est pas censé être dans l'eau, donc l'exposition et le risque de boire la tasse est un peu moindre. Maintenant, si on prend du canoë ou du ski nautique, en général, le canoë, on reste sur son canoë, il y a quand même un risque d'exposition, alors ça n'engage que moi, mais que je dirais minime, lié à les petites gouttelettes qu'on s'envoie en ramant. Maintenant, quand on fait du ski nautique, la fin de l'action, c'est aller dans l'eau. On ne voit pas forcément la tasse, mais on a une exposition qui est un petit peu plus importante, peut-être là, que quand on est sur une structure à fleur d'eau. Mais encore une fois, c'est un peu compliqué parce qu'on peut choir du canoë, on peut boire la tasse ou pas, donc voilà. Et d'expérience, on peut boire la tasse par le nez. Je viens à d'autres voies d'exposition parce que je me remémore une expérience personnelle relativement douloureuse d'une otite aiguë provoquée par des cyanobactéries dans les oreilles. Donc, oui, ça m'est arrivé en me baignant dans une rivière pas très propre au Monténégro. Donc, en fait, au final, nous, on a aussi alerté les gens sur les yeux, sur les oreilles. Je ne sais pas si vous avez évalué le risque par rapport aux autres muqueuses au final. La même chose que pour le côté vaporisation, c'est qu'il n'y a pas assez de données cliniques et de corrélation, en fait, des cas cliniques pour vraiment en mettant bien en lien la présence de telle toxine et telle problématique clinique. C'est ça tout problème, tout l'enjeu, quoi. D'où l'intérêt d'ancariser des données collectivement. Voilà, on n'est plus sur du planctonique, de ce qui vient d'être évoqué là, mais aussi bien sur des benthiques pour avoir des choses qui nous permettront de réviser probablement un peu plus les seuils. Je ne sais pas quand l'ANSES pourrait être ressaisi ou auto-saisi pour revoir des choses, etc. On va avancer là-dessus, quoi. Oui, une dernière chose, puisqu'après il sera temps de conclure. Non, on parlait avec Émilie de l'aérosolisation, et c'est vrai que ça, c'est
un paramètre dont il faut tenir compte au niveau des activités nautiques, parce que même si on n'est pas immergé dans l'eau, il y a quand même ce risque d'aérosolisation. Et pour faire le lien avec le milieu marin et Ostréopsis, on sait qu'au niveau Ostréopsis, la simple présence sur la plage peut exposer à alors, intoxination, le terme n'est peut-être pas approprié, mais on peut être exposé et ne pas se sentir bien simplement parce qu'on a été exposé à des aérosols. Donc, ça tient peut-être et certainement à des paramètres liés à la structure des bouts de cellules / toxines qui sont dans les gouttelettes. Là-dessus, sur ces aspects-là, on tâtonne encore, on n'en sait pas énormément, même s'il y a des travaux qui vont dans ce sens. Mais on peut penser que dans le cas des activités d'eau douce, il puisse y avoir le même risque. Et quand on est sur la voie péros, donc de l'ingestion, le type d'absorption, la voie d'absorption peut jouer aussi sur la rapidité et la sévérité des symptômes. Parce que péros, je ne suis pas expert, mais on va avoir tout le processus digestif qui va se mettre en branle, là où par respiration, il y a peut-être un effet qui peut être un petit peu plus rapide et plus direct, donc une voie d'exposition qui peut être plus problématique, même si minime en termes de quantité de gouttelettes au regard de ce qu'on peut ingérer quand on boit la tasse. Et je voulais répondre à la demande, la question sur l'ARS, du technicien ARS, parce qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé qui ressemble à votre cas avec 3 baignades sur le même lac, dont une qui est touchée. En fait, c'était deux plans d'eau connectés, et donc la chose a été le fait qu'il y a une zone qui a été de baignade qui a été interdite à la baignade et l'autre pas. Normalement, dans ces cas-là, on met un suivi renforcé, et il s'est avéré que 15 jours après, il y en avait pour tout le monde. Donc clairement, la réponse, elle est là par rapport aux usagers et aux responsables, c'est de dire de toute façon sur votre lac, sur un point spot cyano, il y a un problème. C'est pas pour autant que ça va pas arriver sur les autres. Donc le suivi renforcé permet de quadriller le risque. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que j'ai dit au maire. Ça va arriver sur un autre point un peu plus longtemps, ou pas, mais c'est présent et ça peut se disperser, le vent aidant, les courants aidant, etc. Oui. Il est 17h passé, donc il est temps de conclure tout cela. Juste par rapport aux présentations, ne serait-ce que ça, elles seront disponibles normalement toutes, là ça c'est clair, en ligne donc sur le site. Alors pas ce soir, ça c'est clair, mais demain, dans les jours qui viennent. Non plus, mais je t'en foutrais moi. Et quant aux vidéos, normalement elles seront aussi quasiment toutes là, en disponible. Pareil, pas tout de suite, puisqu'il faudra récupérer tout le rush de vidéos et le redécouper. Il y aura peut-être celle de la DGS qui ne sera pas mise en ligne, mais il y aura leur présentation néanmoins, donc les autres présentations aussi. Je veux bien que là-haut, tu me remettes la diapo du PC, le fond d'écran, s'il te plaît, du PC. Parce que c'est juste l'occasion de pouvoir quand même redire un mot, ce que j'avais déjà évoqué ce matin, c'est que cette journée elle a pu se faire parce qu'il y avait des sponsors, il y avait des soutiens, sinon ce ne serait pas possible. Donc ils sont tous listés là, de l'Agence de l'eau jusqu'à EDF, passant par Nova Kids, l'Université de Bordeaux, CNRS, etc. Donc je voudrais qu'on les remercie de nouveau parce que c'est quand même grâce à eux qu'on peut faire cette journée. Inévitablement... attends, je suis pas arrivé au bout. En tant que gentil organisateur aussi, peut-être qu'on peut se remercier. Le comité d'organisation locale, parce qu'en fait, les Cathy Rodriguez, Sylvia Moreira, David Durand et Alba Meyer, donc une partie que vous avez vue, et d'autres que vous avez croisées à l'accueil pour votre étiquette. Et oui, parce que sans eux, moi, j'aurais pas pu faire. Ils ont géré les inscriptions et le suivi du traiteur jusqu'à 3h ou 4h de l'après-midi, parce que nous, on était là. Donc, vraiment, merci à eux. Forcément, merci à tous les orateurs pour la qualité de ce que vous êtes venus présenter, la qualité des échanges qu'on a pu avoir et les réponses que vous avez pu apporter à différentes questions.
Et puis finalement, merci à tous, parce que aussi bien en distanciel qu'en présentiel, pour les échanges et j'espère les connaissances qu'on a pu partager et acquérir mutuellement pour aller de l'avant. Alors peut-être une prochaine réunion, du coup, une prochaine journée Ciano, à un autre lieu de France. Ça, ce sera à discuter. Pas avant 2 ans, parce qu'en général, c'est ça le timing. Mais voilà, donc à suivre. Donc en tout cas, merci à tous. Et puis bon retour à vous tous dans vos établissements respectifs. Et bonne fin de journée. Merci. Et un grand merci quand même. Je pense qu'on peut tous applaudir très fort à Christophe pour d'avoir organisé cette belle journée. Merci à vous.